Georges, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation dans le cadre de l'association sur l'hépatie. Oui, j'ai vu que vous étiez une association très dynamique qui faisait beaucoup de choses. On essaye. Donc, on essaye. Voilà. Alors tu es ce soir pour nous présenter un thème dont on va parler ensuite. Et je sais que tu as fait beaucoup de routes, tu viens de loin. Enfin, par rapport à Bordeaux, ici on est sur la oui, région bordelaise. je viens d'un pays gaulois, le Morvan, et qui est un pays, ça intéresserait Véronique Carnaval, parce qu'on est sur un sol granitique qui dégage une radiation naturelle, ouais. Et c'est la même chose en Bretagne. Ah. Et là dans le Morvan, il y a eu un grand centre Bibrac, c'était un oppidum, quelque chose d'important, une grande ville qui était... Voilà. Vercingétorix serait venu haranguer les populations, mais ça n'a pas marché. Ceux de Bibrac, les Gaulois de Bibrac, sont restés alliés des Romains. Et Jules César aurait même, mais ça paraît plus qu'une légende, il aurait même terminé son ouvrage sur la guerre des Gaules à Bibrac. D'accord. C'est un centre de recherche archéologique européen. C'est fantastique. Ils ont découvert 80% de... Non, il y a encore 80% à découvrir. Wow. Parce que ce qui s'est passé, c'est que les Romains avaient peur de la puissance de Bibrac quand ils se sont installés, militaires, etc. Et donc, ils ont créé la ville d'Autun, que tu as entendu parler, de façon de les faire descendre et les amener chez eux. Ils leur ont créé, comme je dis toujours, des villas américaines et tout ça, ils leur ont créé tout un luxe. Donc tous les nobles gaulois sont partis, sont restés sur place les pauvres, comme d'habitude. Et ça a complètement périclité et la forêt a tout repris. Et donc, il y a une pyramide à Autun. Ah, la pyramide de Couard. Ouais. Alors justement, on se pose des questions. Il y a quelqu'un qui était un franc-maçon, qui s'appelait Jean Ragon, qui a écrit là-dessus, parce que l'hypothèse, c'est que cette pyramide, on a creusé dessous toujours pour essayer de pas un trésor. Bon, c'est une pyramide symbolique, qui pour moi, c'est comme les stupas. Les stupas, il y a en gros un triangle, un carré, un rond. C'est des formes géométriques universelles. Et cette pyramide, c'est ça. Et on pense que toutes les dimensions, tout ça, c'est une pyramide qui est pas énorme. Les dimensions seraient les secrets des druides, géométriques et tout ça, qu'ils auraient légués là. D'accord. Ça n'a pas été un tombeau, on a toujours recherché les tombeaux et autres. Et je pense que c'est ça. Parce que les druides, bon, évidemment, ils étaient très, très, très avancés en tout. Et même Jules César, qui a vraiment cassé le peuple gaulois, parce que quand on est le vainqueur, il est obligé de... Sa culture. Oui, donc il faut toujours qu'on ait l'impression qu'on était mieux qu'eux. Et il a été obligé de reconnaître une chose qu'il dit dans la guerre des Gaules, il y a des auteurs grecs qui le disent, c'est que les druides étaient les gens les plus intelligents et qui avaient le plus de connaissances de son époque. De l'époque, quoi. Et donc, ce qui fait que dans le monde gallo-romain, il y a eu des druides qui ont été récupérés pour servir de précepteurs aux jeunes Romains nobles. Mais le problème avec le druidisme, c'est qu'il n'y avait pas d'écrit, il n'y avait rien, donc... on a perdu beaucoup, mais ils avaient je pense qu'ils étaient branchés avec les civilisations précédentes, Égypte, Sumer, etc. Et donc ils avaient tout un tas de connaissances astronomiques, etc. Et tout. Mais tout se fait, il fallait, je crois, 30-40 ans pour être un druide accompli. Donc on était un druide accompli presque au moment où on mourait, quoi. Ce qui explique qu'on a toujours cette image d'Épinal, un druide, c'est un ancien. Oui. C'était une caste vraiment comme les brahmanes en Inde, qui sont la caste des... Alors, après, évidemment, quand tout est détourné, les sacrifices humains sur les pierres, les dolmens et tout ça, à mon avis, ça n'a jamais eu lieu. Il y avait des sacrifices humains, mais on ne va pas dire par la catégorie des vrais druides. C'était d'autres choses comme ça, quoi. C'était d'autres... Les vrais druides étaient forcément non violents,
parce qu'on a des textes où se mettent il y a des combats entre Gaulois et Romains ou autres, et les druides sont au milieu, ils ne bougent pas, ils secourent les blessés, on va dire, des deux camps, et personne les agresse. Il y avait un respect comme ça. Hein. C'était... Voilà. Alors dis donc, quand on parle de la connaissance et l'intelligence des druides, j'ai l'impression que j'ai affaire quand même à une espèce de druide. C'est-à-dire, moi j'ai fréquenté le dernier cercle druidique de Nevers. J'ai quelques documents, ça vaut ce que ça vaut, quoi. Je me trompe pas trop, là. Oui. Et donc, mais de toute façon, ils avaient la même connaissance que ce qu'on trouve dans la tradition, ce qu'on appelle la tradition primordiale. Hein. Oui. C'est ce que je vais expliquer ce soir, tous les symboles universels, etc. Moi, je me situe comme un étudiant de la tradition primordiale. D'accord. C'est-à-dire du message qui a été légué par des civilisations anciennes, dont nous, c'est ce que je vais dire dans la conférence, c'est qu'on appelle ça à notre époque moderne, on a rejeté tout ça, on dit c'est des légendes, c'est des mythes et tout, mais en fait non. Il y a souvent un fond de vérité. Mais c'est totalement, mais c'est impressionnant que c'est vrai, c'est des connaissances aussi avancées que les nôtres et même plus avancées encore à certains points. Peut-être plus sûr. Oui. D'un point de vue spiritualité, oui. peut-être. Non, d'un point de vue connaissance de la nature. Non, d'un point de vue connaissance de ce qu'est la matière, le cosmos, etc. On est encore en retard. Oui, mais on ne regarde plus le ciel, nous. Oui. Oui, puis il y a aussi que il y avait donc ces connaissances des civilisations qui ont disparu dans le dernier déluge, hein, et il y a également, se sont mis aussi là-dedans les connaissances des illuminés, les éveillés, ceux qu'on appelle les bodhisattvas, donc qui eux ont accès. Donc c'est tout ça qui a été conservé dans cette tradition, repassée plus ou moins bien et déformée par les religieux, par les religions, parce qu'ils ont, ils ont passé un message, ils ne comprenaient pas tout. Par exemple, un exemple tout simple, le dernier déluge, qui est un déluge par l'eau, qui a été causé par l'effondrement des sols, etc. Dans la Bible, on a dit qu'il n'a plus 40 jours, quoi. Bon, parce qu'ils n'avaient pas d'autre explication. On a dit, Dieu s'est vengé, il a fait pleuvoir sur la terre beaucoup et les gens ont été noyés. Bon, alors que toutes les traditions du monde entier n'expliquent pas ça. C'est un effondrement des sols sous les eaux, c'est totalement différent. Hein. Mais les pauvres, de ceux qui disaient de la Bible, enfin tout est comme ça, toutes les traductions. Puis je pense qu'il y a aussi, il y a aussi une volonté, on va dire, peut-être de cacher certaines choses. Quoi. Oui. Les choses étaient réservées qu'à des gens aptes à les comprendre et accepter. Quoi. Hein. Oui. Comme là, ce que je dis, si c'était vrai et publié dans que les médias, l'officiel, côté officiel, je crois qu'on va à une panique mondiale. Quoi. Mais de toute façon, cette panique mondiale, elle va finir par arriver, parce que la submersion comme Bordeaux qui va être inondée, etc. C'est prévu, Bordeaux, non, tout ça. D'accord. Ah oui, c'est pas c'est les comment on appelle ça, c'est les climatologues c'est ce que je vais dire. Quand on voit des cartes. Oui, la carte du monde. Moi, j'ai été à une conférence de quelqu'un qui était à l'université de Dijon. Il nous a projeté une carte du monde, il a montré partout, il a dit 800 millions à 1 milliard de personnes qui vont devoir reculer de 5 à 10 kilomètres. Et évidemment, New York, machin, c'est... Bon, et ce soir, dans ta conférence, tu vas nous parler de... Je fais faire peur. Donc j'ai compris de la géodynamique. La géodynamique, c'est-à-dire, c'est un mécanisme naturel, très simple. La tectonique des plaques, des choses comme ça. Tout à fait. Mais donc on peut le dévoiler là, puisque les gens ne le sauront pas. Voilà. C'est tout simple. C'est un mouvement cardiaque de la planète. Ah tiens donc, c'est marrant, j'y ai pensé à ça. Mais il y a d'autres gens que moi qui ont pensé et tout. Mais là, moi, je démontre ça par les écrits des anciennes sciences, etc. Et puis par la science actuelle. Hein. D'accord. Et surtout, je démontre
que le réchauffement climatique, je ne suis pas seul à commencer à le dire, est dû, on va dire, à quelques pourcentages à l'effet de serre qui est produit par les gaz. Mais c'est un mouvement, c'est une chose naturelle, c'est la poussée du magma contre l'écorce terrestre. Et puis quand ça arrive au bout, les supervolcans ou autres, il suffit qu'il y en ait un ou deux qui se réveillent. Et il n'y a plus personne. Non, il n'y a plus personne. Par exemple, le fameux supervolcan de Yellowstone, s'il se réveille, l'ensemble des États-Unis d'Amérique du Nord disparaît. Wow. Ah oui, oui. Et on a aussi bien, nous, on a les champs phrygiens en Italie, là. C'est comme Yellowstone. Hein. Le jour où il se réveille, il n'y a plus d'Europe. Hein. L'Europe entière. Oui. Bon, je vais profiter du temps qui nous reste. Oui, mais c'est ce que je dis toujours aux gens, parce que quand je publie certaines choses, j'ai déjà eu surtout des femmes qui disent « Oh non, là, c'est pas la peine qu'on continue de vivre, qu'on fasse des projets. » J'ai dit ce que je dis, ça peut être dans 100 ans, on sera presque tous morts, ça peut être dans 10 ans, bah, tant pis, il faut bien mourir un jour, qu'on meurt comme ça ou autrement. Mais faut pas paniquer. Hein. Je pense que c'est pour ça que certaines vérités, je serai à la place des responsables, je les cacherai parce que les gens paniquent avant. Hein, c'est comme les gens qui se suicidaient à l'approche de l'an 2000 parce que c'était la fin du monde. Ils se suicidaient. Moi, si ça avait été la fin du monde, je n'allais pas me suicider. J'étais tout content d'attendre qu'elle arrive. Non, pas tout content. Enfin, je disais, je veux le voir. Je veux le voir. Non, puis je veux le voir. On ne se tue pas avant par peur de... L'an 1000, c'était pareil. L'an 1000, au Moyen-Âge et tout, parce que ça fait des chiffres ronds. Mais par rapport à quoi? Parce que, surtout Jésus-Christ, la naissance du Messie, on va dire, chrétien, on s'est peut-être trompé de 4 ans. Hein. Donc, c'était peut-être pas l'an 1000, c'était l'an 1004, l'an 1009, on ne sait pas. Hein. Donc, tout ça, c'est... Non, mais tu as plusieurs cordes à ton arc. Tu es auteur. Oui, je fais beaucoup de recherches de ce côté-là, voilà. Et c'est sûr. Puis je suis aussi enseignant. Je suis enseignant en Tai Chi Chuan, Qigong, surtout Qigong. Voilà, je m'intéresse à la médecine traditionnelle chinoise, tout ça, mais pour des pratiques de santé hein, qui sont, je trouve ça formidable. J'ai fait du yoga un peu, mais le Qigong, c'est très bien. Puis c'est plus abordable que le yoga, l'Hatha yoga, parce que, comme je dis souvent aux gens, je pratique aussi, mais je n'enseigne pas. Le yoga des postures, il faut faire la posture. Tandis que le Qigong, s'il faut poser les mains par terre, si on arrive jusqu'au genou, c'est un début. La posture, c'est pas faux. Hein. C'est pour ça que beaucoup de gens maintenant se rapprochent du Qigong. Hein. Et en plus, Qigong, tu connais un peu, non? Un tout petit peu, le Tai Chi. En fait, c'est de l'acupuncture sans aiguille. Parce que le principe de l'acupuncture, là où il y a des points d'acupuncture, des nœuds énergétiques et autres, on met une aiguille. Tandis que là, dans les Qigong, il y en a certains, on va faire, par exemple, si on frappe le ventre et là, donc on stimule toute une zone. D'accord. Hein? Donc c'est très très efficace et ça permet c'est les mêmes méridiens qu'on trouve dans le yoga, qu'on appelle des nadis dans le yoga, etc. C'est le même principe. Hein, et donc ça permet, quand on fait les mouvements, de débloquer tout un tas d'endroits et de faire que l'énergie circule et on a une bonne énergie. Hein, je me suis mis à faire du Qigong parce que moi, quand je suis arrivé dans ma station thermale, où je suis, à Saint-Honoré-les-Bains, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait une dame qui faisait du yoga comme ça, dans les hôtels, elle n'avait même pas de salle. J'ai été la voir, j'ai dit donc, on fait une association, tout ça. J'ai fait une association qui s'appelle Mieux Vivre, hein, autant mettre le nom. Et donc, j'ai fait, il y a encore de la sophrologie, du yoga, de la gym pour le dos, tout un tas de choses comme ça. Et j'ai été un des premiers dans la région aussi à faire des salons écolos. D'accord. Après, maintenant, ça a explosé, c'est un peu partout, quoi. Mais le malheur qu'il y a dans cette petite station, c'est que la municipalité n'est pas très branchée là-dedans. Alors qu'une station thermale, la première des médecines douces, c'est le thermalisme.
Et donc c'était normal, mais bon, c'est pas grave, ça m'a pas empêché de faire des activités et tout ça, quoi. Bon, super. Et même maintenant, la cure thermale m'a récupéré pour travailler avec eux, parce qu'il y a des gens de plus en plus qui demandent du Qigong. Oui. Donc dans les choses non remboursées, ben voilà, je fais des séances de Qigong. Très bien, Georges. Il me reste à te remercier. J'ai tout de même une petite dernière question. Oui, absolument. Très curieuse, sans Ouais. doute. Non. Ton nom de famille, c'est Hespérus? Ah, non. Ah, parce que Alors- Hespérus, c'est l'étoile du soir, c'est associé à Vénus. Et c'est quoi Vénus? Ah ben, c'est une planète. Non, mais comment on l'appelle Vénus? L'étoile du berger. Et comment je m'appelle alors? Berger? Voilà. Ah, c'est formidable. Il a tout compris. C'est un nom que j'ai choisi quand j'étais à la Morque, hein, l'ancien Mysticorde de la Rose-Croix. J'y suis resté jusqu'au bout, jusqu'au 12e degré. Et donc, on prenait tous des pseudos, quelque chose. C'est un nom, voilà. Et donc, j'ai cherché. C'est vrai que dans les traditions anglaises ésotériques, Hespérus, c'était la planète Vénus. Ouais. Donc, j'ai dit, Ça formidable. nous va. C'est ça. Donc, en tant qu'auteur, chercheur, etc., je suis Hespérus. En tant qu'autre chose, je suis Monsieur Le petit Berger. secret est percé. Oui, c'est bien parce qu'il y a pas beaucoup de gens, pratiquement pas, j'en connais pas, qui ont fait aussi vite. Moi, je t'ai un peu guidé en te disant l'étoile du berger. Hein. Mais voilà. Bon, je te remercie beaucoup. Le secret élevé de... Eh ben, moi, je vous remercie d'avance à l'association, là, parce que c'était vraiment sympa hein, de faire ça. Puis je vous souhaite un long chemin, mais quand on a des gens qui sont un peu dynamiques, il suffit de 2-3 personnes dans ces choses-là. De l'honnêteté, de la dynamie. Oui, parce qu'après, moi j'ai toujours fait ça. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est pas vraiment une critique, mais c'est une réalité. Il y a beaucoup de gens qui veulent participer à des choses, mais il faut tirer, quoi. S'il n'y a pas quelqu'un qui tracte, voilà. Et le jour où la personne arrête, moi, c'est le président de l'association Mieux Vivre, ça fait 10 ans que je leur dis, pas quelqu'un qui veut me remplacer. Ouais, c'est ça. Bon, merci beaucoup. Ok. Georges. À bientôt. À bientôt.